c'est la première fois qu'on a une invitée. Voilà, donc on est très content d'accueillir Aurélie Bonsoir à tous. ce soir. Donc bienvenue à tous. Alors je vais mettre juste dans le lien pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter, si vous voulez recevoir le replay. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à vous inscrire. Alors, on profite aussi, on a une petite nouveauté, c'est que chaque semaine, on vous partagera une petite action qu'on a menée. Alors moi, j'ai mené une action cette semaine. J'avais découvert un outil il y a quelques semaines qui s'appelait Opin. Donc, je vais vous mettre le lien vers la plateforme. C'est honnêtement un outil, une plateforme qui est incroyable. Vraiment, je ne le survends pas. J'ai fait le test ce matin. Opin, c'est quoi en fait? C'est la problématique aujourd'hui du confinement, c'est qu'on ne peut plus se déplacer pour aller dans les salons professionnels. Et en fait, la plateforme permet en fait d'avoir à la fois une plénière, à la fois des salons où vous pouvez organiser des ateliers, et aussi un espace où vous pouvez juste être en one-one et discuter avec quelqu'un. Et il y a même un côté aussi où vous pouvez rencontrer quelqu'un au hasard en un clic et rencontrer quelqu'un qui participe à l'événement. Je l'ai fait ce matin, il y avait 150 personnes. C'est très fort parce qu'en fin de compte, on reste sur la plateforme une heure et demie parce qu'on va passer de la plénière à un atelier, on va poser des questions, voire à faire des rencontres un petit peu au hasard avec peut-être des futurs partenaires ou des clients. Donc voilà, je vous ai mis le lien. Voilà, par curiosité, allez voir parce que je pense que vous allez en entendre parler et que de plus en plus de marques vont développer ce genre de forme parce qu'on ne peut plus faire de rencontres en physique. Et je me demande même si moi, je ne vais pas aller chercher des boîtes pour leur proposer cette plateforme-là. Voilà, parce que c'est un outil qui est vraiment incroyable. Donc, voilà. Il y a une personne donc elle a dû du coup profiter de la plateforme et voir à quel point c'était génial. Et surtout, les gens restent parce que comme on est à l'habitude du zapping aujourd'hui, de passer d'une vidéo à une autre, on reste sur la plateforme parce qu'on va passer de la plénière à un salon, à un one-one. Donc, ça, c'est vraiment top. Julien, est-ce que tu veux partager une action que tu as réalisée pour moi, non. Pour moi, je pense que ce que tu as fait sur Opin, c'est vraiment top. À mon avis, il y a beaucoup d'évolutions là-dessus. Pour moi, cette semaine, je n'ai pas d'action spécifique à partager. On continue sur ce qu'on fait d'habitude. Hop. C'est un peu coupé, on t'entend un peu mal. Attends. Ouais, on m'entend là? Non, sur les actions spécifiques, moi, j'ai pas d'action particulière à faire remonter cette semaine. Mais voilà, je pense qu'Opin, ce que tu as fait, Julien, c'est vraiment l'avenir. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on creuse. Alors, on t'entend assez mal. Là, on m'entend pas? Si, moi j'entends. En principe, on doit m'entendre bien. Ouais, on m'entend bien. C'est Julien. Je pense que Julien, il a peut-être un petit souci de connexion en Colombie. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, si Julien a un souci de connexion, c'est moi qui vais prendre le relais. J'ai partagé mon écran. Et on va commencer à parler du coup avec Aurélie. Voilà. Très bien. Hop. Ici, donc je rappelle bien sûr qu'il y a le replay qui sera disponible de la conférence. Pour avoir accès au replay avant les autres, il faut bien sûr s'abonner aux emails. On envoie un email par semaine, d'accord? On ne fait pas de spam avec ce qu'on a dit dans le live et bien évidemment le sujet du prochain live. Alors, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend bien, Julien. Julien, je vais prendre la parole. Vas-y. Tac. Ok, je vais prendre. Alors, si tu as un problème de son, au pire, tu me diras, je le ferai, Julien. C'est comme tu veux. Ouais, je pense qu'il a un souci de son, Julien. Peut-être de micro. On va laisser 30 secondes. Et sinon, on commence. Pensez surtout, si vous avez des questions, à les garder pour vers la fin du live.
On va faire une session questions-réponses avec tout le monde. Et puis voilà, je vais dire à Julien à la limite que je vais commencer. Et puis voilà. Allez, je fais ça. Vas-y, tu peux commencer. Je me suis déplacé. Ouais, je vais commencer. Donc, encore une fois, bonsoir à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une confrontation entre LinkedIn et Instagram. D'accord. Pour cela, donc on a invité Aurélie qui va se présenter juste après. On la remercie encore une fois de faire ça. On est très content de t'accueillir pour partager un petit peu avec toi. J'ai vu que tu avais mis des choses un petit peu croustillantes dans la présentation. Donc, je vais essayer aussi un petit peu de te challenger sur certains points. Parce que bien évidemment, nous, on est plus sur LinkedIn. Ce qu'on fait donc maintenant, c'est que je te laisse un petit peu te présenter, parler un petit peu de ce que tu veux faire. Et tu vas commencer par les arguments sur Instagram. Je te laisse la parole, Aurélie. Ouais. Ça marche. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Aurélie Moulin, donc je suis experte en marketing Instagram. Je me suis lancée à mon compte en septembre 2018, donc ça fait 1 an et demi maintenant, et j'ai lancé ma structure qui s'appelle 3 Zestes de Citron, que vous pouvez retrouver donc partout sur les réseaux, mais notamment sur Instagram et LinkedIn. Et donc, moi, mon positionnement, c'est 100% Instagram, et mon objectif, en fait, c'est d'accompagner les marques et les entrepreneurs à se rendre visibles sur Instagram et rentabiliser leur activité, c'est-à-dire pour un grand nombre d'entre nous, vendre sur Instagram ou vendre grâce à Instagram. Donc, je fais du coaching, je fais de la formation, je fais un peu de tout ça. Et donc, l'objectif d'être là ce soir, c'est de confronter, donc, comme disait Julien, Instagram avec LinkedIn. C'est de voir en fait quelles sont les forces des uns, de l'un et de l'autre, et de voir à quel point est-ce qu'ils sont vraiment différents et opposés, ou est-ce qu'ils sont complémentaires. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir dans les différentes discussions qu'on va avoir. Donc, je voulais commencer par vous parler donc d'Instagram au global. Donc, on a sur la première slide l'idée que Instagram, il y a beaucoup de poncifs. Donc, un poncif, c'est des idées préconçues où on se dit que Instagram, c'est a priori une plateforme qui est plus réservée au B2C qu'au B2B. C'est ce qu'on entend tout le temps. En fait, pour LinkedIn, c'est que pour les professionnels. Et sur Instagram, en gros, ça ne marche que si on est un site e-commerce et qu'on vend des produits. Et c'est pas du tout le cas. Ça fonctionne aussi très bien pour des entreprises qui vendent du service et même des entreprises qui vendent au B2B. Donc, mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui est très, très répandu. Ce qui est difficile, en fait, sur Instagram, c'est d'identifier de savoir si nos avatars, nos clients idéaux sont sur Instagram et qu'on puisse les activer, qu'on puisse se faire remarquer auprès d'eux. Donc ça, c'est quelque chose. Ce sont des choses qui sont possibles, évidemment, mais c'est vrai que d'habitude, on parle plutôt d'Instagram comme étant une plateforme pour le B2C. Aussi, l'une des choses qui est souvent dite à propos d'Instagram, c'est que c'est une audience qui est très jeune, donc c'est pour les jeunes. Et en fait, quand on regarde vraiment les stats, Instagram, c'est 63% de plus de 25 ans. Et en général, alors ça dépend évidemment si on a des services ou des produits à proposer pour des seniors. Évidemment, c'est pas sur Instagram que l'on va aller. Mais en général, on cherche plutôt à viser des gens, des actifs qui ont les moyens de dépenser des choses. Donc entre 25 et 44 ans, il y a quand même une énorme communauté qui est présente sur Instagram. Et c'est une plateforme qui a été connue comme étant jeune, mais aujourd'hui, c'est pas la plateforme où il y a les plus jeunes. Derrière, il y a Snapchat et il y a TikTok. Donc, Instagram est une plateforme qui est pour l'instant dans une bonne moyenne d'âge et qui va forcément vieillir un peu comme Facebook aujourd'hui, où on dit que Facebook, c'est plus une plateforme pour les plus âgés. Voilà, aujourd'hui, Instagram, c'est une plateforme pour les actifs et que peut-être que dans 5 ans, ce sera une plateforme pour les plus vieux ou même dans 10 ans, ce sera pour les trop vieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'audience sur Instagram, il y a des jeunes, mais il n'y a aussi pas que des jeunes. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et enfin, on dit souvent que Instagram, c'est un réseau social pour les femmes, qui a une audience plus féminine. C'est vrai qu'en pourcentage, c'est plus des femmes, mais c'est quand même 46,4% d'hommes. Donc, du coup, si on a des produits pour les hommes, on peut aussi tout à fait très bien utiliser Instagram pour viser une communauté, pour viser des avatars qui sont des hommes. Ils sont aussi présents sur Instagram. Donc ça, c'est des poncifs qui jouent un peu en la défaveur d'Instagram quand on vend du B2B et quand on s'adresse à des plus vieux. En fait, c'est aussi possible d'utiliser Instagram quand on est dans ces cibles-là. Les forces d'Instagram, c'est la taille du réseau.
En France, c'est 18 millions d'utilisateurs mensuels, donc c'est beaucoup. C'est énorme. Je crois qu'au niveau monde, c'est le chiffre de LinkedIn, je ne sais plus à combien c'est. Mais donc, c'est énorme. Et donc, forcément, dans ces 18 millions d'utilisateurs français-là, on est à un Français sur 3, on va dire, max sur 4, qui est sur Instagram. C'est une plateforme qui, à la base, a été créée comme étant une application de partage de photos. Donc, c'est l'image qui compte avant tout. Donc, ça, c'est vrai et ça reste vrai. Et c'est l'avantage de cette plateforme-là où, en gros, pour les entreprises, les marques, les entrepreneurs qui sont très bons pour communiquer avec l'image, la photo et la vidéo, eh bien, c'est la plateforme qu'il faut. L'une des forces d'Instagram, c'est ce sur quoi Julien voulait me challenger, c'est le reach hallucinant. Donc, c'est ça dépend de comment on travaille évidemment ces pages, comment on sélectionne les actions que l'on fait et aussi qui on a dans nos abonnés. Mais si on a des abonnés ultra qualifiés, le reach, c'est très très facile d'avoir un reach de 40 à 50% quand on publie sur le fil. Moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui quand je publie sur mon compte Instagram. Quand je publie les publications, j'ai 40 à 50% de mes abonnés qui voient mes publications. Donc, sans booster, sans rien, c'est tout à fait possible d'avoir ce reach-là. Dans les stories, on est nettement plus loin. Dans les stories qu'on publie sur Instagram, c'est 10 à 20% de reach. Donc voilà, ça c'est une des forces d'Instagram et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui se sont déplacés de Facebook vers Instagram, c'est cette histoire de reach et aussi l'interaction, puisque c'est il y a eu énormément de chiffres d'études qui ont été publiées qui disent que, en gros, sur Instagram, tu as 10 fois plus d'interactions que sur Facebook. Et c'est vrai, l'interaction est vraiment au cœur de l'algo, mais c'est le cas aussi de LinkedIn, d'après ce que je sais. C'est-à-dire que, en fait, si vos publications ne génèrent pas d'interaction, elles ne seront jamais vues. Donc, il faut vraiment faire tout ce qui est en notre faveur pour susciter des interactions, mais je pense quand même que c'est un peu le cas de tous les réseaux sociaux. La grande force d'Instagram que vous devez utiliser si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes principalement des gens qui utilisent LinkedIn, c'est que vous êtes vraiment dans une approche où c'est plutôt vous que vous mettez en avant. Donc Instagram, c'est vraiment le réseau social où on parle beaucoup de H2H, ça veut dire human to human. C'est l'importance de l'humain. C'est-à-dire que tout ce que vous ferez sur Instagram marchera nettement mieux si vous vous montrez, si vous montrez vous en tant qu'entrepreneur. Donc si vous êtes tout seul dans votre boîte, c'est vous montrez. Mais si vous êtes une marque, qu'elle soit petite ou grande, c'est vraiment de montrer les coulisses de votre entreprise. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, ça marche beaucoup pour les PME, les TPE, PME, où montrer aujourd'hui comment on fabrique nos produits, comment on crée des services, montrer l'envers du décor, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux sur Instagram parce que c'est ce qui va faire que les gens vont vous suivre et vont s'attacher à vous et vont finir par vous acheter ce que vous avez à vendre, donc que ce soit des produits ou des services. Et ça, c'est les stories qui ont vraiment apporté ça. Donc, pour la petite histoire, vous le savez sûrement, Instagram a copié le concept de stories à Snapchat. Mais c'est vraiment en 2016, Instagram a adopté ce format de stories que la plateforme a explosé. Avant, c'était déjà gros, mais pas à ce point. On ne parle plus que d'Instagram aujourd'hui, que depuis 2016, depuis l'invention des stories. Et c'est ça qui fonctionne énormément. Alors, je sais, peut-être que Julien et Julien vont en parler tout à l'heure, mais sur LinkedIn, il y a des choses qui fonctionnent bien quand vous faites des posts à la première personne et que vous racontez vos galères ou vos succès et tout ça. Ça fonctionne aussi très, très bien sur LinkedIn, sur Instagram, pardon. C'est que, en fait, les gens veulent vraiment vous suivre, vous. Bien sûr, ils aiment ce que vous faites, vos produits, mais ils veulent vraiment voir qui est derrière. Et ça, donc, ça veut dire se montrer et ça veut dire raconter à la première personne ce qu'on fait. C'est vraiment très, très fort et c'est ce qui fait que, évidemment, il y a des grandes marques de luxe, des grandes marques, je sais pas moi, des Nike, des Nike, des grandes marques que vous connaissez tous, ils sont aussi très forts sur Instagram, mais eux, ils utilisent d'autres moyens, ils utilisent la pub, ils utilisent l'influence marketing, mais ça, en général, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est pas trop dans votre approche, c'est plutôt nous, les cartes qu'on peut jouer, ce sont celles-ci, et celle-là, c'en est une forte, c'est le human to human. Alors, comment faire pour quand même distinguer le côté je suis une marque et je suis un entrepreneur? Il y a, donc ça c'est dans la slide d'après, c'est le fait d'avoir deux comptes différents, parce qu'en fait, je voulais
vous montrer l'exemple du slip français que vous connaissez sûrement. Donc, c'est l'une de ces marques, de ces instapreneurs, on appelle ça un peu les instapreneurs, qui ont cartonné. Ce sont des marques digitales natives qui existent grâce aux réseaux sociaux. Bon, pour la petite histoire, quand même, le slip français a d'abord créé son compte sur Facebook et après sur Instagram. Et ils ont une communauté qui est aussi grande sur Facebook et sur Instagram. Mais c'est l'un de ces exemples où ils sont très forts sur Insta et en même temps, c'est pas le créateur, enfin, l'entrepreneur de la marque qui porte la marque sur Instagram. C'est-à-dire que Guillaume Gibault, qui est le fondateur de la marque, a lui aussi son propre compte et lui, il est à lui-même, donc il est entrepreneur, mais il est aussi un influenceur à lui-même. Il influence, il communique beaucoup évidemment sur ses projets autour de sa marque, le slip français, mais lui aussi en tant qu'entrepreneur. Et en fait, quand on devient une grande marque comme lui, comme le slip français, on ne peut plus se permettre d'incarner soi-même sa marque sur le compte de sa marque. Quand ça devient trop gros, il faut, je sais pas combien ils ont d'employés, ils ont peut-être 150 employés, un seul projet entrepreneurial ne peut plus être porté par une seule personne. Donc, en fait, l'idée de ce qui se passe maintenant, c'est que même les entrepreneurs qui démarrent aujourd'hui, qui ont pour vocation à devenir des types de slip français, c'est ce qu'ils ont, c'est un compte perso entrepreneur. Donc, vous verrez que les publications sur ce type de compte ne sont pas mes enfants, ce que j'ai mangé et où je suis allée en vacances. C'est vraiment moi, entrepreneur, qu'est-ce que je fais pour développer ma marque et quels sont les autres entrepreneurs que je rencontre, quels sont les endroits où je participe à des conférences et tout ça. Donc, c'est ce que fait Guillaume sur son compte. Et donc, du coup, c'est vraiment comment faire pour développer tout autour de son compte Instagram, de sa marque, tout un écosystème d'influenceurs qui vont booster aussi le compte. Je ne sais pas si c'est prévu d'en parler pour LinkedIn, mais vous le savez sûrement, en fait, les pages entreprises sur LinkedIn, ça ne fonctionne pas ou très peu. Ce qui fonctionne bien, ce sont les comptes perso, enfin les profils. Et sur Instagram, il n'y a pas tellement de différence. On a un compte professionnel, mais là, pour ces deux comptes-là, le slip français ou Guillaume Gibault, ce sont deux comptes professionnels. Il n'y a pas de concept de page et de profil. Ce sont des comptes, tout simplement. Donc, c'est un peu, voilà, les comptes fonctionnent de la même façon. Ils sont boostés, enfin, ils sont régis par les mêmes règles de l'algorithme, ce qui n'est pas le cas sur un Facebook où il y a des pages et des profils ou sur un LinkedIn où il y a des pages et des profils. Voilà, donc sur Instagram, tout ça, c'est un seul et même typologie de compte. En tout cas, vis-à-vis de l'algorithme, après, il y a des subtilités, il y a des comptes créateurs, des comptes business et des comptes perso, mais il n'y a pas de boost particulier de l'algorithme vis-à-vis de ce type de compte-là. Et la dernière partie, c'est une chose que je voulais parler sur la publicité. L'une des forces d'Insta, c'est la force de la puissance de frappe de la plateforme Facebook Ads, puisque vous savez peut-être, mais là, les publicités sur Instagram sont gérées par Facebook, puisque ça appartient au même groupe, c'est la même plateforme qui les gère. Et ce qui est ce qui est très très efficace dans la publicité sur Facebook Ads, c'est la possibilité d'avoir une finesse dans le ciblage qui est juste hallucinante. Donc les audiences personnalisées, les audiences similaires et le retargeting. Donc ce sont des choses qui sont assez classiques sur un Google Ads ou j'imagine aussi sur LinkedIn Ads. J'en ai jamais fait, mais j'imagine que Julien pourra dire, les deux Julien pourront le confirmer, j'imagine. Mais en tout cas, sur Instagram, ça marche énormément et ça reste quand même très très peu cher. Les clics sur Instagram sont très peu chers comparé à ce que j'en ai lu sur LinkedIn, sur les CPC. On a des CPC peut-être de 10 à 20 centimes sur Instagram, ce qui est ridicule. Après, ça dépend dans quel secteur on est. Évidemment, si vous êtes dans le crédit ou la finance, ce sera plus élevé. Si vous êtes dans l'automobile, ce sera plus élevé. Mais globalement, quand même, ça reste accessible. Et peut-être une chose que vous ne savez peut-être pas, mais même si vous n'avez pas de compte Instagram, vous pouvez faire de la publicité sur Instagram si vous avez une page Facebook. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais en tout cas, juste l'idée que ce réseau-là, il est énorme et que la plateforme quand même de Facebook Ads, elle est très très développée, elle change tous les jours. C'est quand même une puissance de frappe qui est juste immense et qui est, à mon sens en tout cas, je le vois chez mes clients, qui est largement sous-exploité. Soit ils en font pas, soit ils en font très mal, alors que c'est finalement une mine d'or. La publicité, ça fonctionne très très bien à partir du moment où on sait en faire évidemment, mais sur Instagram, quand vous bloguez sur Instagram, sur le fil d'actualité, vous avez une pub tous les trois posts, c'est quand même énorme. Tous les 3 posts, vous avez une pub. Et dans les stories, vous avez une pub tous les 2 comptes. Donc, si vous avez un compte qui fait 5 stories, vous voyez les 5 stories, vous faites un swipe up
et vous passez à la première, au prochain compte, vous regardez les stories, et après, c'est tous les 2 comptes, vous avez des pubs. Donc, en fait, la plateforme Instagram, elle est bombardée de pubs. Vous avez de la pub partout. Sauf que ça ressemble tellement à des posts normaux que vous n'avez pas l'impression d'être envahi de pubs. Donc ça, c'est vraiment une des forces parce qu'en fait, on peut vraiment faire cibler qui on veut avec ce ciblage très, très puissant. Et en plus, ça fonctionne très, très bien et c'est peu cher. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans les plus, les avantages d'Instagram ce soir. Bon, merci Aurélie pour ça. Je vais déjà poser une première question. Après, on va parler un petit peu de LinkedIn par rapport à ce qu'ont fait nos Julien, les 2 Julien, sur vous accompagner sur notamment développer votre marque personnelle et trouver des clients sur LinkedIn. Tu disais déjà sur le reach très important de manière organique. C'est vrai que moi, ça, je suis un peu surpris parce que j'avais l'impression qu'Instagram, c'était saturé par l'information. Est-ce que tu peux… Moi, l'impression que j'ai de ce que tu as donné aussi dans ton discours, c'est que c'est un peu comme sur LinkedIn aussi, c'est-à-dire que tu vas recommander peut-être, bon, on est d'accord d'avoir une audience qualifiée, mais peut-être pas aussi de chercher à tout prix la puissance d'une audience importante, parce qu'après, tu vas être limité aussi au niveau de l'algorithme s'il y a des gens qui ne vont pas du tout interagir avec tes publications. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce j'entends souvent qu'Instagram c'est saturé, et là, tu arrives à dire qu'il y a un reach qui peut être entre 40 et 50%. Ouais, en fait, c'est tout simplement parce que si tu as un reach pourri et donc un taux d'interaction pourri, évidemment, c'est ce que tu vas penser que c'est super saturé quand il n'y arrive pas. Mais en fait, le taux de reach et le taux d'engagement dépend vraiment de la qualification de ton audience. Donc, le but, c'est d'avoir un maximum d'abonnés, mais qui sont qualifiés et qui s'intéressent à ce que tu fais. Et beaucoup de gens, quand ils sont sur Instagram, veulent absolument, parce qu'il y a le problème que Instagram a délimité le fait d'avoir un minimum de 10 000 abonnés pour avoir le swipe up dans les stories. Donc ça, en fait, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui font la course. Je veux un maximum je veux 10 000 abonnés pour pouvoir générer du lien, générer du trafic depuis les stories. Or, c'est un gros problème parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on accepte tout le monde dans nos abonnés. Or, normalement, moi, c'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, je regarde qui sont mes nouveaux abonnés et je bloque tous ceux dont je suis sûre que ce sont des faux. Donc, des gens qui ne sont pas intéressés par ce que je fais ou des gens qui n'achèteront jamais rien chez moi. Enfin, qui n'achèteront, quand je dis rien acheter chez moi, c'est-à-dire qu'ils vont jamais consommer mes contenus. C'est-à-dire que je sais qu'ils ne vont pas interagir, ils ne vont pas liker parce que ce n'est pas la cible. Comme je m'adresse qu'à des professionnels, de toute façon, a priori, les comptes perso, donc je ne les vire pas tous parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des comptes perso et qui s'abonnent avec un compte perso alors qu'ils s'abonnent pour un compte pro, mais on voit vite fait quand même quels sont les comptes qui sont faux. Et en fait, il faut absolument avoir un maximum de personnes qualifiées dans son audience et ne pas accepter tout le monde dans ses abonnés, quoi. Donc, c'est possible. Alors, quand on est une grosse marque, évidemment, ça se fait pas. En général, c'est pas fait, mais quand on est petit, quand on démarre petit, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut vraiment contrôler jusqu'au bout. Et par exemple, moi, c'était une des questions que j'avais pour vous ce soir sur LinkedIn, c'est à quel moment, comment vous décidez d'accepter ou pas des demandes de mise en relation. C'est-à-dire que moi, je sais, des fois, j'ai des demandes de mise en relation, je me dis, mais pourquoi? Alors finalement, j'accepte pas. Et des fois, je me dis, mais non, mais en fait, tout le monde fait la course, j'ai 10 000 abonnés, donc finalement, est-ce que j'accepte tout le monde? C'est un problème. Et tu vois, je sais que sur Instagram, comme les gens que tu acceptes comme abonné, ils vont pas te spammer toi, parce que si tu les suis pas, tu vas pas voir leurs publications, c'est pas si grave. Sur Instagram, moi, c'est ça qui me gêne, c'est de voir des publications de gens qui m'intéressent pas. Donc, du coup, je les accepte pas forcément. Mais sur Instagram, il y a pas ça. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup le concours de celui qui a la plus grosse communauté, mais c'est hyper négatif pour soi-même, quoi. Ok. Et j'ai une deuxième question sur ça aussi. Tu disais que, moi je suis surpris aussi de ça, tu disais que le reach aussi, il a l'air d'être plus fort sur les posts que sur les stories. Ouais, nettement plus. Moi je pensais que c'était beaucoup plus fort les stories. Non, il y a moins de gens. Il y a 1 milliard d'utilisateurs sur Instagram au global, mais il n'y en a que 500 millions, donc la moitié, qui regardent les stories. Donc tout le monde ne regarde pas les stories. Mais par contre, les gens qui regardent les stories, ce sont les gens qui sont les plus accros à ton compte ou à ta marque. Donc c'est ceux qui interagissent tout le temps avec toi. Oui, la proximité. Donc c'est la communauté la plus fidèle qui te regarde sur Instagram. Donc c'est moins, mais c'est des gens plus intéressants pour toi parce qu'ils te suivent. Et en fait, en général, dans les stories, ils t'envoient des messages privés. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus proches de toi. Mais le reach est vraiment 2 fois moins élevé voire même moins dans les stories que dans le fil. Ouais, super. Moi, je suis vraiment surpris de ça. Mais écoute, très bonne
Très bonne réponse à ce niveau-là. J'ai une dernière question aussi sur Instagram. Après, Ouais. j'ai vu qu'il y en avait dans le chat. Est-ce que tu recommandes à une personne d'installer aussi des bots et un Non. peu d'automation sur Instagram pour commencer? Non, rien du tout, parce qu'en fait, de toute façon, maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui fonctionnent. Instagram flingue vraiment tous les outils, donc ils se font dégommer tous un par un, et ça fait vraiment prendre des risques au compte de le faire. Donc ça a fonctionné pendant longtemps, hein, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Il y en a encore qui tournent. La mode en ce moment, c'est d'avoir des robots qui vont aller interagir avec les stickers d'interaction dans les stories. Ouais, Il y j'ai a vu encore ça. 6 mois, c'était ceux qui faisaient des vues sur les stories. Maintenant, ceux-là, ils ont disparu. Mais alors maintenant, c'est des interactions sur les stickers. Donc, ça tourne, mais ça va disparaître. Le truc, c'est que en fait, ton compte se fait flaguer comme étant utilisant ce genre d'outil. Et après, tu es shadowbanné et tu as du mal à sortir. Il y en a beaucoup qui sont obligés de supprimer leur compte. Donc, non, je ne recommande pas du tout. Il vaut mieux Ok. croître lentement, mais sûrement, plutôt que d'aller vite et puis pour rien, parce que de toute façon, c'est pas Ouais. quali. Donc, Ok, bon, merci pour ta réponse. J'ai encore une question après. J'ai vu que ça répondait dans le chat, mais je pense que ça peut profiter à tout le monde. Après, on va parler un petit peu de LinkedIn. ouais. Mais moi, j'ai l'impression aussi sur Instagram qu'il faut être hyper actif. C'est-à-dire Oui. qu'il faut publier plus, qu'il faut être encore plus présent par rapport à nous, ce qu'on fait sur LinkedIn. Bon, je connais des Américains, ils publient 3 fois par jour sur LinkedIn, mais nous, par exemple, ce n'est pas ce qu'on fait. Ouais. Est-ce que toi, tu constates aussi quand même qu'on est sur un réseau où il y a quand même l'obésité d'information et il faut vraiment donner à manger aussi encore plus qu'ailleurs à sa communauté? Ouais, Instagram, c'est vraiment un réseau social qui est chronophage. Moi, j'ai l'habitude de le comparer à un Tamagotchi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'allumes, tu ne peux plus l'éteindre, sinon il va mourir. Et ça, Ouais, c'est vraiment d'accord. C'est une bonne problématique parce que image. c'est effectivement, il faut le nourrir, il faut lui donner son temps. En fait, il se nourrit avec le temps qu'on a et à lui donner. Et par contre, on n'est pas obligé de publier tous les jours. C'est mieux si on publie tous les jours. Mais si on peut pas, si on n'a pas le temps, le minimum à faire quand même, c'est au moins de publier une story. Quand je dis publier une story, en général, c'est pas grand chose une story, Ouais. mais c'est d'interagir. Il faut absolument interagir avec la communauté, répondre aux commentaires, aller liker. Faut montrer qu'on existe, qu'on est vivant, sinon le compte il meurt. Et c'est comme Bien un sûr. Tamagotchi, on peut pas le ressusciter, quoi. Enfin, c'est très difficile. Ouais, tout à fait. En plus, les stories, on peut les programmer. Ouais. Donc, il n'y a Ouais. pas d'excuse pour faire du contenu. On peut programmer aussi sur LinkedIn. Donc, il y avait une question dans le chat. C'est quoi la différence entre un compte Instagram perso et un compte Instagram pro? D'un point de vue d'apparence, pas grand-chose. C'est juste qu'un compte pro, ça nous permet d'avoir accès aux statistiques qu'un compte perso n'aura pas. Et on peut aussi faire de la publicité avec un compte pro, ce qui n'est pas le cas non plus avec un compte perso. Mais sinon, en apparence, il n'y a pas de différence comme sur LinkedIn ou avec un profil et une page où ça a vraiment une tête différente. Ça peut être la même chose sur Instagram, ça ne se voit pas trop la différence. Donc, voilà. D'accord. Bon, impeccable. Si vous avez des questions encore sur Instagram, gardez-les pour la fin de la conférence. On va parler juste 5 minutes un petit peu de LinkedIn, parce qu'il y a des gens qui nous découvrent aussi. Et Yes. après, vraiment, je vous encourage à poser des questions. Voilà, moi, j'étais surpris de certaines choses. Et c'est toujours bien aussi parce qu'il y a ce qu'on entend, il y a les théories, et il y a les gens qui passent à l'action. D'accord ? Nous aussi, on se bat contre ça, tous ces gens qui mettent des théories sur tout et n'importe quoi. C'est pour ça aussi que moi aussi, je ne comprends pas, c'est quand on a des stats aussi sur les heures de publication, sur les jours de publication. Je pense que ça dépend tellement aussi de la communauté qu'on a et aussi de ce qu'on est prêt à faire comme effort. Parce que là, c'est pour ça que j'ai voulu poser la question sur Instagram, sur l'obésité d'information. Parce que je pense aussi que souvent, on n'est pas prêt aussi à se dire que c'est un marathon. On a dit que c'était le Tamagotchi. Moi, j'aime bien souvent dire que c'est un marathon, un Ironman, les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai un petit peu insisté sur ce côté-là. Juste pour, après, Julien prendra la parole, mais comme il a un petit souci de micro, nous, juste faire un rappel sur ce qu'on dit sur LinkedIn, de manière très, très concrète et vraiment que ça soit facile à comprendre pour tout le monde. Nous, on dit que sur LinkedIn, il y a 2 points qui sont un peu importants. C'est déjà la dimension business, bien évidemment, et après, c'est devenir une référence. Quand on dit la dimension business, c'est que LinkedIn aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui permet de savoir ce que font les gens avant de les contacter. On sait ce que fait un acheteur, on sait ce que fait un directeur de communication, on sait que la personne est indépendante, freelance, etc., etc. Moi, quand j'ai des prospects qui me contactent, je sais déjà le métier qu'ils font. Ça, c'est un premier point qui est très important. Je pense qu'on n'a pas ailleurs aujourd'hui. Ensuite, on a le targeting, c'est-à-dire qu'on peut cibler les gens qu'on veut toucher. C'est-à-dire que, par exemple, Aurélie, elle a fait un essai là, sur un outil d'automation dont on a parlé dans une conférence, sur Prospecting notamment. Bon, apparemment, elle n'est pas forcément très, très, très contente. On pourra en parler un petit peu après. Julien aussi pourra donner des éléments, Julien Bréal. Mais tu peux vraiment ajouter des personnes de qualité et des personnes qui vont représenter des décideurs.
Ça, c'est un élément pour nous qui est primordial, plus B2B, bien évidemment, mais je pense que ça aussi, on ne l'a pas sur les autres réseaux sociaux. Après, c'est qu'on a aussi des prospects qui sont qualifiés. Donc, carnet d'adresse à ciel ouvert, prospect qualifié, pour moi, c'est un petit peu la même chose, mais concrètement, la vraie opportunité, elle est là. Et puis LinkedIn, vous devez vraiment chercher à établir des relations. Aurélie aussi l'a dit, sur Instagram, la proximité. Nous, on pense vraiment que la vente, elle a changé, qu'elle a déjà changé depuis un petit moment et qu'on vend aux personnes physiques. D'accord? C'est pour ça qu'elle a parlé du site français. Je suis 100% d'accord aussi avec ça. J'en parle aussi régulièrement quand je fais des interventions sur les réseaux sociaux. Vous devez établir des relations. Votre réseau LinkedIn, ce sont vos relations. D'accord? Il faut bien avoir ça en tête. Et une relation LinkedIn peut vous apporter des opportunités. Vraiment. Ça, il faut bien l'avoir en tête à ce niveau-là. Et le deuxième point qu'on veut souligner, après je laisserai un petit peu la parole à Julien, c'est que sur LinkedIn, votre profil n'est pas un CV. D'accord? Il y a trop de personnes pour moi qui sont naïves. Il y a trop de personnes qui vont essayer un petit peu entre guillemets, de mendier des choses auprès de leur réseau sur LinkedIn. Non, votre profil LinkedIn est un site internet. D'accord? Et si vous avez compris comment ça fonctionne LinkedIn, si vous acceptez notamment de créer un petit peu de contenu, moi, en termes de reach aussi, voilà, je suis à peu près aussi sur ce que dit Aurélie. Des fois, c'est beaucoup plus, ça dépend. Mais je suis assez d'accord aussi que vous ne devez pas être forcément aussi à la course à l'audience. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi après qu'il y a du déchet. Parce que plus les gens, si vous ajoutez des gens n'importe comment et qui ne vont pas interagir sur vos publications, bien après LinkedIn, en fin de compte, il n'y a plus personne dans votre réseau qui verra vos publications. Ça, c'est un point qui est important. Et vu qu'on a la dimension business B2B, on peut émerger notamment, on a le classement LinkedIn Top Voice avec les références sur LinkedIn de la part de LinkedIn. Et donc, ça amène un flux régulier de contacts. Nous, aujourd'hui, dans ce qu'on fait avec Julien, régulièrement, chaque semaine, il y a des gens qui nous contactent, d'accord? Parce qu'on arrive aussi à émerger un petit peu sur la plateforme, mais on a une volonté très forte d'établir des relations, d'accord? Il faut chercher à établir des relations, donc il faut trouver les décideurs. Si vous êtes en recherche d'emploi, il faut trouver la partie RH. Si vous avez des clients, si vous voulez trouver des clients, il faut savoir qui vous voulez toucher. C'est comme ça que vous allez saisir les opportunités sur la plateforme. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un réseau social, donc il y a beaucoup de similitudes avec Instagram. Mais pour moi, je pense aujourd'hui que moi, pourquoi j'ai été sur LinkedIn, je peux en parler rapidement. J'ai été sur LinkedIn parce que je pense déjà qu'il y avait moins de personnes qui parlaient de LinkedIn. Et surtout, en termes aussi après de tarification qu'on peut faire et de personnes qui sont prêtes à passer l'action, je pense que c'est plus intéressant. On parle aussi de clients un peu plus premium. Voilà, moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de LinkedIn et parce que bien évidemment aussi, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé de faire ça. Ça, c'est ce qu'on voulait dire sur LinkedIn. Je ne sais pas, Julien, si tu veux ajouter quelques éléments. Et si Aurélie, tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser à ce stade. J'en profite pour revenir sur une question qu'avait posée Aurélie. Alors déjà, merci pour la présentation sur Instagram, parce que pour le coup, j'ai appris beaucoup de choses. C'est un réseau social que j'utilise pas, j'ai un compte, mais en fait, j'y vais jamais. Mais tu as soulevé quelque chose qui est très important, qui est souvent oublié. En effet, on t'expliquait que sur Instagram, on est un peu à la course aux 10 000. Je crois qu'en effet, sur toutes les plateformes, tout le monde est à la course. Quand on est une marque, quand on a son business, on est tous à la course du nombre d'abonnés et on pense que ça va créer une légitimité. Et je pense qu'on fait l'erreur entre engagement et finalement visibilité. Et tu soulèves quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, toi, tu prends le temps tous les jours d'aller voir les nouveaux abonnés et de bloquer ceux qui te semblent être des faux. Et je suis complètement d'accord avec toi. Mes dernières expériences sur LinkedIn montrent que c'est mieux d'avoir une petite communauté, même d'avoir 500, 1000 et 1500 personnes, mais des gens hyper engagés, d'avoir un taux d'engagement très élevé. Et là, on va exploser sa visibilité, plutôt que d'aller chercher les 2000, les 5000, les 10 000, les 20 000. D'ailleurs, globalement, quand on regarde les gros influenceurs, alors on le sait, plus vous avez d'abonnés, plus votre taux d'engagement va baisser. Mais en tout cas, si votre stratégie, elle est d'aller chercher des gens, de faire de la pub pour que les gens s'abonnent à votre page, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Et tu l'as souligné, et je trouve que c'est important parce que ça, c'est oublié. Parce que bien sûr qu'on cherche tous à être vu. Quand on crée du contenu, quand on a un business, quand on est dans une marque, notre objectif, c'est d'être visible. On veut que de nouveaux prospects nous voient. On veut aussi que les clients nous voient pour créer une rétention et continuer à acheter nos produits. C'est normal. Mais je crois qu'on oublie qu'il y a un travail de base qui est, moi c'est ce que je dis aujourd'hui à toutes les personnes à qui je peux parler quand on pose des questions sur LinkedIn, c'est le point de départ avant de vouloir publier du contenu, c'est nettoyer votre premier cercle. C'est nettoyer, d'ailleurs je vous invite, il y a un guide que j'ai publié pour nettoyer son premier cercle, vous allez sur mon profil, vous allez voir, il y a un guide, vous laissez un commentaire, vous allez le recevoir. Et j'explique comment nettoyer, et c'est vraiment un travail, même d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose à faire tous les 2-3 mois, à renettoyer toutes les personnes qui ne se sont pas engagées, qui n'ont pas liké, qui n'ont pas commenté, qui n'ont rien fait. Il
faut les supprimer. C'est un peu comme sur une newsletter, quand les gens n'ont pas ouvert depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois vos emails, c'est qu'ils sont plus intéressés, ça sert à rien de les garder, il faut les supprimer, toujours avoir une base où les gens s'engagent, ouvrent, cliquent, et du coup, ça c'est souvent oublié. Et je pense qu'il faut arrêter cette idée d'aller à la course au nombre et plutôt du qualitatif, de l'engagement. Et c'est comme ça qu'on crée une véritable communauté. Alors j'avais une question en plus pour toi Aurélie. Comment tu démarres toi avec un client? Quand un client te contacte, c'est quoi les premières actions que tu mènes avec lui? Ouais, alors c'est toujours par le début, en fait, c'est définir les objectifs et redéfinir l'avatar. Être sûr qu'on est sur un bon avatar et que voilà, est-ce que l'audience elle est sur Instagram? Donc c'est l'une des discussions qu'on avait cet après-midi justement avec une photographe qui s'est inscrite ici à ce live. C'est l'idée en fait, est-ce que mes clients sont sur Instagram? Et donc en général ils y sont. Et comment je vais faire pour aller les intéresser. Donc c'est vraiment ça qui est le départ de tout, parce que c'est ce qui va définir donc quels sont les objectifs, donc qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on veut vendre, est-ce qu'on veut faire du lead, est-ce qu'on veut simplement faire du branding et tout ça. Donc là, du coup, ça va déterminer quel type de contenu on va publier, mais aussi à qui on va s'adresser. Et donc là, à qui on va s'adresser, ça va définir sur quoi on va publier, comment on va communiquer. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ que j'oblige à faire à tout le monde dès le début, parce que c'est obligatoire. Enfin, c'est à partir de là, tout part. Et ensuite c'est faire un audit du compte, voir ce qui va, ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire et qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Mais c'est le départ, c'est définition de la stratégie, redéfinition de l'avatar et analyse de la concurrence. Ça aussi, c'est important. Et dans concurrence, moi, je ne mets pas uniquement les concurrents économiques directement, c'est les concurrents pour moi qui ont la même cible, le même avatar. C'est-à-dire que, par exemple, je peux être une marque de mode, je m'adresse à une certaine cible, et bien je peux trouver chez des concurrents qui ne font pas de la mode, mais qui font de la beauté, par exemple, mais qui ont la même cible, et je vais les étudier aussi, parce que je sais que ce sont les mêmes personnes qui vont interagir aussi avec ces publications-là, et l'idée, c'est de voir quels sont les types de publications auxquelles ces personnes-là réagissent, quoi. Donc c'est vraiment très très important, parce que en fait tout le monde n'aime pas les mêmes types de choses, évidemment, chacun est différent, mais quand on définit un avatar, on a quand même des grosses familles de gens, et ça nous permet de définir quels sont les thèmes qui sont intéressants, quels sont les formats de contenu qui plaisent. Tout ça, c'est des questions qu'en fait les clients ils pensent pas souvent à faire ça. Ce qu'ils veulent, eux, c'est les outils magiques qui vont avoir plein d'abonnés et plein de ventes. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on démarre. Il faut démarrer déjà par savoir ce qu'on veut et comment l'obtenir. Donc c'est comme ça que je fais. Ok, ok. Alors, est-ce que tu peux juste nous donner parce que je suis un peu curieux de savoir les deux, trois comptes Instagram que tu trouves vraiment bien, et pourquoi? Alors ça dépend, ouais, ça dépend pourquoi. Pour la créativité dans les stories et le fait d'avoir vraiment beaucoup de stories qui génèrent de l'interaction et de la créativité, je recommande, moi, c'est Combini. Alors, Ok. ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas. Je vous invite vraiment à aller les suivre sur Insta. Ils sont aussi très bons sur Facebook. Mais eux, ils s'adressent c'est un site qui s'adresse plutôt à des jeunes qui sont plutôt dans le fun. Mais la manière dont ils créent leurs stories, elles sont aussi créatives que celles de Netflix. Si vous regardez Netflix France et Netflix US aussi, ils ont cette capacité à vraiment faire venir donc à capter l'attention des gens dans leur contenu et à les forcer à interagir avec. Ça, c'est vraiment important, parce que comme je disais, le cœur de l'interaction chez Instagram, c'est l'interaction, l'engagement. Donc eux, ils sont très forts sur ce côté-là, engagement dans les stories et très très grande créativité dans les stories. Sinon, en compte normaux, enfin en marque normale, j'aime beaucoup Merci Andy. Ok. Merci Andy qui fait Le gel. ouais, du gel pour les mains. Eux, ils sont très bons aussi. Alors, ils ont une communication très, très particulière, faite de licorne et tout. C'est particulier, mais c'est pareil. Ils ont vraiment très, très bien compris les codes Instagram. Et ils sont aussi également très, très bons. Et je cite toujours Chanty Biscuit, que j'adore. Chanty Biscuit, c'est une marque de Ouais. biscuits personnalisés. Et eux, ils sont aussi très, très bons. En fait, Merci Andy et Chanty Biscuit, ce sont ce qu'on appelle des instapreneurs. C'est eux, ils ont démarré sur Insta et ils ont explosé grâce à Instagram, quoi. Et donc, ça veut dire
dire qu'ils ont vraiment tout compris d'Instagram. Ouais, Et c'est tout à fait. Instagram qui va les chercher pour faire la pub pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des podcasts et des machins et des trucs et des events, ils font venir ces marques-là parce qu'ils sont très très bons dans la communication. Donc ouais, ce sont les comptes que je regarde systématiquement tous les jours parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Ok, Parfait. merci beaucoup. Ça me permettra de suivre de nouveaux comptes. Super. Non, mais c'est clair que Chanty Biscuit, moi je sais que je le montre souvent aussi quand on me pose des questions sur Instagram. Mais j'ai l'impression que aussi les gens qui réussissent, ils acceptent le côté voyeur. Hein. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'aussi souvent on sous-estime cet impact de se montrer, de pas de raconter sa vie, de documenter son quotidien. Pour moi, Ouais. un petit peu comme dirait Gary Vaynerchuk, un marketeur américain. Et je pense qu'il faut vraiment accepter ça. Après, c'est sûr que c'est la cible. Est-ce que ta cible est présente ou pas sur la plateforme? Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était saturé Instagram. C'est pour ça que je suis content d'échanger avec toi. C'est aussi pour les autres personnes qui sont dans la conférence. Est-ce que toi, tu as… Oui. J'ai une autre question sur… Alors, comment tu fais? Parce qu'en effet, tu as parlé finalement de storytelling, de transparence. Comment tu fais pour convaincre des gens? Parce qu'on sait que finalement, c'est, je pense, une des problématiques des entreprises. Elles ne veulent pas montrer l'envers du décor, elles ne veulent pas parler de leurs produits, de montrer peut-être leurs salariés. Alors, bien sûr, pour une jeune marque, sur du B2C, à la Merci Andy, Chanty Biscuits, finalement, c'est leur culture et ça paraît plutôt normal. Pour une boîte dans le B2B, comment tu arrives à les convaincre? C'est compliqué, j'avoue que c'est vraiment très compliqué, mais on arrive petit à petit à le faire, à l'approcher par le côté RH. Enfin, ça devient de plus en plus quand même très tendance, tu sais, de faire des portraits des employés, de les montrer, même sur LinkedIn, on le fait, même sur les sites web, maintenant, tu as des portraits de l'équipe. Alors, tu n'as pas seulement la photo, mais tu as aussi l'interview et tout ça. Donc, on y arrive comme ça à leur faire diffuser aussi des offres d'emploi. Alors, ça peut faire très sérieux, mais en même temps, si tu leur montres qu'ils peuvent faire publier sur Instagram une offre d'emploi, mais avec les codes d'Instagram, ça finit par les amuser. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi à chaque fois à les convaincre. Hein. J'avoue que des fois, c'est une question de culture, c'est pas compatible, quoi. Ouais, c'est l'impression que ça me donne aussi. Ouais. J'ai l'impression que les boîtes globalement sont malheureusement assez frileuses par rapport à ça. Et ouais. Ouais, c'est dommage. Hein. Mais après, il y a des boîtes qui arrivent sans avoir besoin de faire ça. Enfin, si tu regardes des énormes comptes, genre McDo ou des trucs comme ça, ils le font pas. Ils y arrivent pour autant, mais évidemment, ils ont de la notoriété et tout. Mais tout le monde n'est pas obligé de le faire. C'est juste que si on est petit, c'est la seule façon aujourd'hui que je trouve qu'on puisse y arriver sans avoir un énorme budget pub et un énorme budget d'influence marketing, quoi. C'est de montrer qui on est. Et en général, quand on lance sa marque, on est plutôt content, on est plutôt fier, on a plutôt envie de se montrer. Donc c'est vrai que c'est aussi c'est compatible, mais avec une certaine peut-être génération ou effectivement culture d'entreprise, quoi. Ok. Oui, Il y a une j'ai question de l'impression que c'est pas Zoubir dans le chat. Juste moi, j'ai aussi une question qui me paraît intéressante. Est-ce que nous, par exemple, nous on est sur LinkedIn, est-ce que tu nous recommandes aussi d'être hyper actifs sur Instagram? Bah, ça dépend qui sont vos clients. En fait, c'est toujours la même Nous, les clients, question. c'est les clients sur LinkedIn. Ouais. C'est du B2B, c'est des consultants, c'est du… Des consultants, t'en as, c'est sûr qu'il y en a sur LinkedIn. Mais des consultants, quoi? Si c'est des consultants en marketing, web marketing et tout ça, je te conseillerais pas d'aller sur LinkedIn. Si c'est des commerciaux. Des commerciaux, non, ils sont pas sur. Ils y sont à titre perso, mais tu pourras pas les identifier comme étant, comme étant commerciaux. Donc ça, pour moi, c'est plutôt une perte de temps. Si tu veux, moi, je communiquais uniquement sur Instagram et maintenant, je vais aller sur LinkedIn, mais parce que j'ai deux typologies clients. J'ai d'un côté les entrepreneurs qui sont tout seuls et qui ont leur propre projet, donc des artisans, des commerçants et tout ça, des coachs de vie ou en développement personnel. Et de l'autre côté, j'ai des TPE, des TPE, PME et des grands comptes. Donc ça, pour le coup, ma cible, c'est plutôt les directeurs marketing. Et donc, du coup, ceux-là, ils sont sur LinkedIn. Mais sur Instagram, je ne peux pas les identifier. Donc, typiquement, moi, je peux être sur les deux, mais vous, je ne pense pas. Okay. C'est peut-être mieux, tant mieux, parce que du coup, vous perdez moins de temps sur un autre réseau social. Mais c'est vrai que c'est pas… c'est sûr qu'il y en a qui vont dire la cible principale, elle est à un endroit. Il y en a qui vont dire c'est bien être partout.
Ouais, mais après, C'est c'est sûr du temps. Alors, que comment être bien partout de façon ouais, efficace, je crois quand même que c'est pas possible. ouais, c'est dur, Donc, c'est dur. soit tu fais de la pub, tu peux aussi faire de la pub. Là, pour le coup, tu as le Oui, ciblage sur le ciblage Facebook. Là, c'est oui, top, tu fais du retargeting et tu cibles en ouais, fonction des métiers, ça tu peux. Mais tu n'es c'est pas vrai. obligé d'avoir une présence organique sur Instagram pour faire de la pub sur Insta. Donc, ça c'est autre chose pour le coup. T'as Tu raison, l'utilises comme réseau publicitaire, mais pas forcément comme plateforme pour développer ta marque organiquement. tout à fait raison. Mm. Il y avait la question de Zoubir, les communautés sont totalement différentes sur Instagram et LinkedIn. Je trouve que ce sont deux outils complémentaires. Donc ma question est la suivante. Les outils ne doivent-ils pas être en rapport avec notre cible? Le style de communication doit être forcément différent. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors forcément, oui, les outils, enfin, c'est différent en fonction. La communication, elle est différente tout simplement par une question de format. Comme je disais, sur Instagram, ce qui compte d'abord, c'est l'image. Sur LinkedIn, je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que c'est plutôt. Pardon, c'est mon chien. Je crois que c'est plutôt le texte, enfin en tout cas le message que vous allez diffuser, et l'image est là pour illustrer ce que vous allez dire, mais en fait sur Instagram, ce qu'on voit en premier, c'est quand même l'image. Ensuite le texte, et on voit que deux lignes. Sur LinkedIn, le texte est en avant, donc ça prouve bien quand même que c'est le texte qui est plus important. Donc on communique forcément de façon différente, et le style de communication, oui, il est visuel, il est aussi normalement très coloré sur Instagram. Il y a quand même des codes qu'il faut respecter. Dans les stories, il y a des gifs, voilà, c'est les codes qui sont propres à chaque réseau social. Sur Snapchat, c'est différent. Sur Ouais, Facebook, c'est différent. d'accord. Ouais. Ok, ouais, donc il y a une différence, c'est logique, je pense. Oui, ouais. Est-ce que toi, tu constates aussi sur... n'hésitez pas à poser des questions, hein. Est-ce que toi, tu constates aussi, parce que tu explores aujourd'hui LinkedIn, Mm. est-ce que tu trouves aussi que LinkedIn, c'est en train aussi un petit peu de ressembler à Facebook? Dans la façon Non. dont les gens s'expriment, la façon dont ils font Ouais. du contenu. Toi qui C'est sûr. commences un petit peu à explorer. Ouais, c'est sûr qu'en un an, ça a quand même beaucoup, beaucoup bougé. Enfin, je vois vraiment la différence. Il y a des posts, des fois, où je me demande est-ce que je suis sur LinkedIn ou Facebook, effectivement. Ouais, Mais en fait, je vois aussi pourquoi il y a beaucoup de posts qui veulent faire un peu polémique ou voilà, oui, pour coup de apporter gueule. des coups de gueule. Et le côté perso aussi, des fois, il y a des partages de publications. Des fois, je me demande qu'est-ce que ça fait là. Effectivement, ça fait du Facebook. Et c'est dommage parce que c'est pas du tout. Enfin, normalement, ça doit quand même rester un peu professionnel ou dans ta sphère professionnelle, dans ton univers, quoi. Sur Instagram, c'est encouragé de parler pas uniquement de ta marque, de tes produits, mais de ton univers. Bien Sur sûr. LinkedIn, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Je vois pas trop ce que ça viendrait faire là, mais en même temps, peut-être que je me trompe. Mais oui, je trouve quand même que la plateforme a quand même énormément évolué. Et il y a des fois des trucs où je me demande vraiment ce que ça fait là, quoi. Ouais. Mais justement, sur ça, est-ce que tu ne crois pas que, parce qu'en fait, on parle aussi de storytelling, de capter Ouais, l'attention, de créer une émotion. Est-ce qu'en fait, ce qu'on utilise sur Instagram ou sur Facebook, bon, finalement, c'est la même chose sur LinkedIn. Et moi, souvent, ce que je dis aussi, c'est que quand il y a aujourd'hui, LinkedIn, c'est 19 millions de comptes en France. En ouais, utilisateur actif, c'est beaucoup moins. Et moi, souvent, je dis, plus la plateforme elle augmente un utilisateur, plus son essence même du début, en fait, elle se diffuse. oui, c'est normal. Enfin, ouais, elle est un peu diluée, je dirais. Donc, est-ce que finalement, alors, je te pose la question, je ne sais pas si tu as la réponse, peut-être une réflexion, mais est-ce que finalement, c'est pas comme ça, au premier abord, qu'on capte l'attention et qu'on attire un peu d'émotion aussi. Et après, on peut faire passer un message peut-être un peu plus Ouais, professionnel ou plus direct, je ne si, sais pas. si, forcément. Bah, on voit bien que de toute façon, ce sont ces postes-là qui génèrent le plus d'interactions. C'est ceux-là qui remontent le plus dans notre fil quand on se connecte tous les jours. C'est ceux qui ont le plus d'interactions. Donc, ceux qui ont le plus d'interactions, c'est ceux qui ont suscité de l'émotion. Mais ça, on est sur un réseau social. Et c'est le cas Ouais. sur tous. Sur Twitter, c'est la même chose. Sur Facebook, c'est la même chose. Donc, c'est logique, en fait, que ce soit ça. Mais c'est juste peut-être la teneur de certains posts où en fait, on voit bien que, enfin, on a l'impression quand même que c'est très forcé le Ouais. fait de faire un coup de gueule juste pour justement générer des commentaires et des interactions. Mais bon, c'est un peu la règle du jeu aussi. Je la comprends, mais c'est vrai qu'avant, c'était pas comme ça. Mm. Et c'est peut-être aussi que l'algo a changé, j'en sais rien, qui fait que ça justifie ça, je sais pas. Mais bon, ça fait partie des règles du jeu. Mais c'est les mêmes partout finalement. Sur YouTube, ce sera la même chose. On verra en avant les vidéos qui ont eu le plus vues et le plus d'interactions. Donc finalement, c'est les mêmes règles un peu partout, sauf sur Snapchat où il n'y a pas de question d'algorithme. Mais voilà, Ok.
Mm. Ouais, ça rejoint un peu ce que disait Zoubir. Il avait dit, j'avais vu son post LinkedIn, l'algorithme de la médiocrité. C'est qu'en fait, malheureusement, c'est pas forcément les publications les plus intéressantes. Alors, on Ouais, peut débattre aussi sur ça, mais peut-être les plus qualitatives en termes d'informations que tu veux faire passer, qui sont les plus valorisées par l'algorithme. mm. Ouais, ouais, Bon, c'est ça. après, moi, souvent, ce que je dis aussi, c'est que bon, il y a des règles, il y a aussi des façons d'utiliser le réseau. Et bon, il y aura toujours des choses qui vont peut-être être moins intéressantes. Par exemple, cette semaine, il y a quelqu'un, il a fait un post sur le décès de son papa. Mm. Voilà, sur LinkedIn. Bon, je t'avoue que bon, je me suis dit, bon, ok, il le fait. Moi, ça Ouais, me viendrait jamais à l'esprit ouais, de c'est faire clair. ça, par exemple. Bon, donc Mais c'est un j'imagine petit peu. qu'il a eu beaucoup d'interactions Ah, depuis qu'il. oui, oui, ça a cartonné. Ouais, ouais. Ah oui, oui, tous nos voeux de condoléances, tout ça, Mm. normal, normal, bien Ouais, sûr. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais puis il a refait un post après en disant aux gens, merci pour ce que vous avez fait sur. Voilà. Ouais, Donc, je bon, pense que en fait, moi je me suis rendu compte, j'ai fait des tests aussi quand je fais du storytelling et quand j'envoie du contenu gratuit assez technique, c'est que clairement le storytelling, c'est imbattable en fait. Tu fais 10, 50, 100 fois plus de vues Mm. qu'un contenu qui est technique, intéressant, où tu as vraiment fait un tuto et t'expliques et ça aide les gens. Ça n'intéresse pas les gens en voilà, fait. c'est vrai. Enfin, les gens ils vont pas aller creuser sur des sujets hyper techniques. Ils préfèrent un storytelling, on te voit en photo et tu dis j'ai signé un nouveau client. Mm. Là, facilement, tu vas avoir tes 100 likes. Ton contenu qui t'a pris une dizaine d'heures, qui est de la recherche, tu as trouvé un truc vraiment sympa ou quelques outils. Ok, les gens, tu vas avoir 10 likes. Tu vas avoir 3 commentaires. Et après, si tu joues, enfin, après, je pense que faut jouer sur les deux. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. À la Mm. fois du storytelling, parce que ça va convaincre des gens et tu vas élargir ta communauté. Et l'aspect technique, il va convaincre des décisionnaires. Moi, c'est ce qui se passe, c'est que parfois, ils ont vu un, deux, trois contenus et il y a le quatrième contenu, ils vont le lire. Là, j'ai publié un contenu, il fait quasiment 50 pages, un PDF de 50 pages. Qui va vraiment lire le PDF de Ouais, 50 pages? Je ne sais pas, honnêtement. ouais. Sur les 800 personnes qui ont fait la demande, je ne sais pas. Mm. Mais par contre, ça crée une vraie crédibilité, parce que même si les gens lisent de travers en 2 minutes, ils voient bien qu'il y a des captures d'écran, voilà, que c'est interconnecté avec les outils. Après, moi, ça me sert de toute façon. Ah bah Bruno, il va le lire. Je sais que Bruno va lire les 50 pages, ça je sais, mais parce que Bruno, ça l'intéresse. Il y a moins de personnes sur les 800. Mais il y a aussi l'outil où derrière, ça crée de la crédibilité. Il y a des gens qui m'ont dit, bah, je vais le lire. Mm. En fait, je sais qu'honnêtement, quand je dis 50%, je suis encore gentil, mais je pense que 80% des gens ne vont pas le lire. Ils vont le mettre de côté. Mais simplement, il faut que euh, il faut ils voient plusieurs contenus. Et à force de voir du contenu qualitatif qui vont pour eux sembler de qualité, ils vont le lire. À ce moment-là, ils vont me contacter. Bien sûr. Mais voilà. Et je pense que. Et pourtant, c'est un super contenu qui ferait gagner des heures à des gens. Alors qu'en fait, je prends une photo, je dis j'ai signé un grand compte, c'est bon, c'est réglé, j'ai mes 100 likes Ouais, et ça m'a pris 5 minutes. Mm. Voilà. Donc, mais je pense qu'il voilà, il faut jouer sur il Les faut jouer deux. sur les deux parce que Mm. sinon, tout à fait. voilà, que l'un ou que l'autre, ça ne marchera pas, je pense. Ouais, c'est Il clair. y a eu une question de Tony là. Je me lance à mon compte comme agent mandataire pour le groupe AXA. Quels réseaux vous me conseillez en sachant que je cible surtout les professionnels, PME, professions libérales, cadres, etc., etc. Et un peu le particulier quand même. Ah, Il peut aller sur Viadeo. Je crois que quand des gens. Non, Non, plus mais là, sérieusement, non, je pense que bien sûr. LinkedIn, Hein. c'est un passage obligé. Voilà, il faut avoir une promesse claire dans son profil, il faut réfléchir au contenu, inviter les bonnes personnes, développer son réseau au fur et à mesure, faire la prospection à froid, mais tout doucement, aller étape par étape et envoyer des invitations personnalisées. On l'avait précisé un peu, on avait parlé en fait en off avec Julien et Aurélie, mais voilà, on le répète souvent, mais il y a pas de recette secrète et il n'y a pas de recette qui va vous faire arriver à votre objectif en un mois. C'est un travail de longue haleine. Je pense que Mm. Aurélie l'a précisé, tous les jours, elle regarde les nouveaux abonnés, elle blogue, enfin, elle y va tous les jours. Tu passes combien de temps à peu près par jour sur Instagram pour Je n'oserais même pas le dire. Je pense que j'ai facilement 3 heures, mais bon, c'est normal. Moi, Ouais, c'est ouais. mon gagne-pain. Enfin, je veux dire, c'est. ouais. Mm. Et Et je pourtant, suis pas loin non plus. Je suis pas loin non plus. Et en fait, il faut comprendre que c'est comme tout dans la vie. Il faut investir du temps. Voilà, il faut Mm. investir du temps et en effet répondre à des commentaires, créer de nouvelles interactions, améliorer quelque chose sur son profil, bloquer des gens qui vous invitent et que vous souhaitez pas. Voilà. Voilà, je pense que c'est du coup le conseil le conseil que je donnerais, c'est de démarrer. Le conseil à Tony, c'est de démarrer, je pense, par
par LinkedIn. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélie et Julien? Bah oui, oui. Enfin, pour moi, oui, effectivement, si déjà dans la cible, tu définis dès le départ que c'est un peu le particulier, mais c'est quand même beaucoup de professionnels. Et là, le problème, parce que même si c'est possible de faire du B2B sur Instagram, là, c'est en fait, il faut que tu te dises que est-ce que tu peux toucher le décisionnaire directement sur Instagram. Or, ton décisionnaire, là, tel que tu l'exprimes, le PME ou le professionnel libéral cadre, il va pas s'afficher dans sa bio comme faisant ça comme métier. Il va être sur Instagram avec un compte perso, mais il va pas dire ce qu'il fait comme métier. On ne dit pas qu'est-ce qu'on fait comme métier sur Instagram quand on n'a pas utilisé Instagram pour sa vie professionnelle. Donc, du coup, tu peux pas les identifier. Donc, c'est un peu difficile, quoi. Le particulier, si tu vends, je sais pas, on ne pas que ça, si tu vends de l'assurance auto ou de l'assurance habitation, là, oui, tu peux toucher tout le monde. Mais si c'est des produits vraiment destinés plutôt à des professionnels, enfin, majoritairement à des professionnels, tu perdras du temps. Enfin, démarre plutôt par LinkedIn et peut-être plus tard à Insta, mais ouais, il n'y a pas photo là. Et moi, je pense qu'il y a aussi la notion de cible rentable. Oui, et la cible rentable premium, je n'emploie souvent ce terme. À mon avis, c'est plus facile sur LinkedIn. Certainement aussi que le processus d'achat sera plus long. Ça, c'est certain. Moi, il y a des gens, ça fait 1 an et demi qu'ils interagissent avec moi. Ils me contactent, tu vois, depuis le début d'année, là. Donc, comme dit Julien, moi, je suis 100% d'accord aussi. Je pense qu'on habitue trop les gens à dire que c'est facile et rapide. Ça ne veut pas dire que ça prend forcément 1 an et demi, tout ça, mais il faut quand même se dire que, voilà, si vous voulez avoir un peu de résultats, vous devez quand même passer à l'action et une habitude, quoi. Il faut une habitude, il faut comprendre comment ça marche, il faut une méthodologie. On peut vous faire aller plus vite, ça c'est certain. Alors, on comprend comment fonctionnent les réseaux, Aurélie, Julien, les deux Julien, mais il faut vraiment se dire que c'est les actions qui vont faire la différence, surtout de manière qualitative. Et encore une fois, sur LinkedIn, une relation, si on parle de client premium, imagine tu signes un client, je sais pas, à 5K ou 6K. S'il te faut 6 mois pour le convaincre, bon, mais c'est pas grave parce que si après tu signes à 6 000 euros, bon, c'est quand même intéressant. On n'est pas sur du e-commerce, on n'est pas sur des choses beaucoup plus B2C. Donc, moi, je pense que vraiment c'est intéressant sur ce que tu fais. Tony, si tu as des questions, tu peux nous demander. Ou de Julien, voilà, on est en train de lancer quelque chose de manière spécifique, donc n'hésite pas à nous solliciter si tu as des questions sur LinkedIn. Bon, en tout cas, je suis très content parce que ce soir, j'ai quand même 2 lecteurs. J'ai Bruno et Arnaud qui veulent lire les 500 pages. Je suis quand même très content. C'est déjà ça. Non, mais c'est vrai que les guides, tu as raison, les guides, c'est très long et pas beaucoup de gens en lisent jusqu'au bout, hein, c'est sûr. Mais en fait, ça, malgré tout, j'ai eu en gros 800 interactions sur le post. Et donc, ça me fait des prospects potentiels. Là, c'est un peu tôt pour dire les retours. Mais honnêtement, là, je vais avoir 3 ou 4. J'ai eu un rendez-vous téléphonique ce matin, mais ça va me générer 3 ou 4 rendez-vous téléphoniques. Il y en aura d'autres, parce qu'il y en a encore 400 ou 500 messages en attente là, dans les prochains jours. Mais en fait, ça génère quand même quelque chose. Et après, de toute façon, ce qui est difficile, de toute façon, c'est d'être régulier. C'est que là, c'est un gros guide, mais en fait, pour arriver à partager régulièrement du contenu comme ça, ou de valeur ajoutée, ça prend du temps. Mais je pense que ça peut marcher. Vraiment, pour aller chercher des clients qui t'auraient peut-être pas trouvé jusqu'à maintenant. En fait, ce qui est vraiment difficile, c'est d'être régulier derrière. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à me suivre. Il faut que j'arrive quasiment à publier 2 contenus de qualité par semaine. Il y a des gens, il va leur falloir 1 mois, 2 mois, 6 mois, peut-être 1 an pour être convaincu. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait de la pyramide de Chet Holmes, qui parlait finalement de la maturité des clients à acheter votre produit. Et c'était l'idée de dire, quand vous lancez un produit ou un service, il y a 3% des gens sur un marché qui sont prêts à l'acheter maintenant. Ensuite, on a 6 à 7% qui sont ouverts à la discussion et 30 qui ne savent pas encore finalement qui pourraient être intéressés par votre produit. Donc c'est vraiment l'idée que la visibilité elle est importante, qu'il faut multiplier les points de contact avec les prospects avant de vendre, et que c'est un processus qui est long. Donc voilà, il faut comprendre qu'il faut être régulier dans le contenu aussi, quoi. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas simple. Ouais. Est-ce qu'on a une dernière question pour Aurélie? Si c'est le cas, posez-la maintenant. Sinon, on va conclure. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Moi, j'ai une dernière question pour Aurélie. Est-ce que tu orientes aussi sur tout ce qui est e-influence pour tes clients sur Instagram? Ouais, c'est quelque chose qu'on commence à me demander beaucoup. Donc, du coup, Ouais, ok. oui. Ouais. Et tu orientes. Alors, Bruno, n'hésite pas à poser ta question en attendant.
En plus, elle est pour toi, Aurélie. Ouais. Tu orientes sur quoi? Alors, comment Tu fais tout faire pour pour tous identifier? C'est toi qui trouves les influenceurs ou tu orientes avec des agences d'influence type Reach, tout ça? Ouais, ça dépend. Ça dépend de l'envergure du projet en fait. Ça dépend des budgets aussi. Ça dépend. En fait, jusqu'à maintenant, Ok, ça j'ai dépend. juste fait. Ouais, je l'ai fait pour 2 grands comptes. Donc là, pour le coup, c'était je les aider à choisir la bonne agence pour pouvoir faire la campagne. Ouais. Et là, en fait, avec un nouvel outil qui s'appelle Favicon, donc, que je viens de Ah oui, découvrir. j'ai vu passer ce que tu as mis. Ouais. Ouais. Là, pour le coup, je commence à avoir des demandes de gens qui alors, ils veulent pas que je les fasse les trouve pour eux, mais que je leur apprenne à les trouver pour eux. Donc, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, du coup, cet outil-là, il coûte pas cher, c'est 22 € par mois, mais tu peux trouver tous les influenceurs que tu veux. Mais par contre, ils veulent que je les forme pour utiliser, pour savoir l'utiliser, comment faire pour identifier vraiment des influenceurs. Ok. C'est que du Instagram. Enfin, oui, cet outil-là, ouais, il fonctionne, il te scanne que les comptes Instagram, ouais. C'est intéressant, c'est intéressant. Et Ouais. vas-y Bruno, si tu as ta question à poser, tu peux la Ouais, mettre dans le chat. il l'a posé en privé, en fait. Il a demandé pourquoi Ah, je il l'ai l'a pas posé en privé? posé. Ah non, j'ai pas vu. Ah bah, ouais, du coup, quelle est la question de Bruno? Et Mais pourquoi tu l'as accepté? je l'ai pas vu sur le chat. Je l'ai pas Non, vu mais en sinon. fait, je sais pas, je pense que tu es encore en attente, Bruno. Je crois que j'ai 161 demandes de contact en attente, ça doit être pour ça. Il n'y a pas la question pour Bruno. Mais est-ce que toi, Aurélie, tu recommandes la stratégie d'influence? Est-ce que pour toi, c'est un passage quasiment obligé sur Instagram? Pour faire un lancement ou pour passer à la vitesse supérieure, oui, mais en e-commerce pour le coup, là Ouais. oui, c'est sûr. En tout ce qui est en service, c'est un peu plus compliqué quand même. Là pour le coup, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est suivant le ticket en fait, le montant de ce que tu as acheté. C'est pas si tu as un produit à 50 € ou à 100 €, les gens peuvent l'acheter comme ça en se disant c'est bon, j'achète. Mais quand on est dans du service qui coûte plusieurs centaines ou voire de plusieurs milliers d'euros, c'est compliqué quand même de faire sur juste une campagne, de faire de la communication et de conclure directement avec juste quelques posts, quoi. Donc c'est l'influence pour des gros tickets ou pour du B2B, c'est plus compliqué quand même. Là pour le coup, je pense que c'est on se le fait finalement peut-être entre nous en B2B quand on se recommande les uns les autres, c'est ça en fait, c'est le travail d'influence, mais ça se fait pas trop de façon commerciale dans des campagnes, quoi. C'est pour le coup c'est beaucoup plus compliqué l'influence pour du B2B ou pour des gros budgets. D'accord, ok. Bon, impeccable. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurélie, si on a besoin de te demander des conseils? Ouais, alors c'est 3 S de citron un peu partout, donc comme ça, tout Ouais. attaché. Et puis, non, pardon, j'ai envoyé en privé à, à Bruno. Non, Bruno, Ah, c'est et même pas voilà, privé et pour toi. voilà. Et sur LinkedIn, c'est Aurélie Moulin, en fait, tout simplement. Ok. Vous me trouverez. Il y en a plusieurs, mais en fait, il n'y en a qu'une qui me ressemble. Ah, ok. Bon, Donc voilà, super. si vous mettez Aurélie Moulin ou Aurélie Instagram, vous me trouverez. De toute façon, maintenant, Ok. ça va, je suis identifiée Instagram, donc ça. Bon, impeccable. Ok, super. C'est cool. Bon, super, super. Merci Aurélie vraiment pour cet échange. Moi-même, j'ai appris des choses sur Instagram. Julien, je pense aussi. Nous, on est super contents de faire ce genre d'intervention. Vous avez compris qu'il y a quelques similitudes entre les plateformes. C'est vraiment la cible. Tu as des objectifs. Nous aussi, les clients, on demande c'est quoi ton objectif, qui tu veux toucher. Ça, je pense qu'en fait, c'est du marketing qui ne change pas. Hein. C'est la règle d'or, à mon avis, à essayer d'appliquer. Surtout, vraiment, voilà, on vous remercie d'avoir assisté à ce live. Pensez bien à vous abonner. Pensez bien à vous abonner à la. Est-ce que Julien, peut-être tu peux remettre le lien pour terminer, pour s'enregistrer pour les prochains lives, s'il vous plaît, pour si vous êtes intéressé. Prochain live, du coup, jeudi prochain, même heure à 20h. Si vous avez des recommandations aussi sur l'heure, n'hésitez pas à nous dire. Peut-être sur LinkedIn, vous préféreriez peut-être le dimanche ou le mercredi, peut-être à midi, peut-être à. Bon, nous, ça nous convient bien, c'est vrai, 20h par rapport à ce qu'on fait la journée. Mais on est à l'écoute aussi, bien sûr, des gens et on va aussi écouter la communauté. C'est quelque chose aussi qu'on pense que c'est très important. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours à ce niveau-là. La semaine prochaine, donc nouveau live, no bullshit, on le rappelle. Donc, c'est des lives vraiment à chaque fois pour essayer de passer à l'action. On pense que c'est comme ça qu'on va essayer de réussir. On remercie encore une fois Aurélie. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous.